bonjour. Alors, normalement, je devrais être Anne Lafay, qui est ma collègue qui travaille avec moi, mais qui est malade. Donc, je présente ce projet, qui est notre projet commun. C'est bon. Avec aussi Sonia Angonin, qui est la conseillère pédagogique qui travaille avec nous sur ce projet, qui est ici, qui vous parlera un petit peu, puisque c'est une recherche collaborative, donc qui implique un certain nombre d'enseignants de maternelle et nous-mêmes. Donc c'est une recherche sur l'élaboration d'un enseignement de langage mathématique en maternelle, et donc qui vise à co-construire une intervention sur le langage mathématique et évaluer les effets de cette intervention. Quelques mots sur la temporalité du projet. C'est un projet qu'on a commencé en 2022. Et donc, maintenant, en 2024-2025, on vient de terminer le test de l'effet de l'intervention et puis on se dirige vers tester des questions d'implémentation. Alors, pour dire quelques mots sur les prémices de ce projet sur le vocabulaire mathématique, c'est un projet qui a émergé de discussions entre Anne Lafay et moi-même et quelques enseignantes qui travaillaient avec nous, dont Sonia Angonin qui est ici, sur l'intérêt d'apprendre le vocabulaire mathématique en maternelle et sur la façon dont on pourrait dispenser cet apprentissage. Donc, à l'issue de ces discussions, on a été bien convaincus qu'il y avait un réel intérêt d'étudier ce vocabulaire mathématique et on s'est dit pour quels enfants, selon quelles modalités, pour quelles raisons, et j'essaierai de répondre à ces questions dans la présentation. Donc suite à ça, on a recherché un financement qui nous a été donné par le pôle Pégase à Grenoble. Et donc, on a pu commencer cette recherche collaborative et on s'est mis à chercher donc des enseignantes volontaires pour participer donc avec nous. Donc, l'an dernier, la première phase de ce projet-là, on a conçu cette recherche et puis on a fait une étude pilote. Alors, pour cette équipe de 2023-2024, donc on était du côté de l'université, Anne Lafay et moi-même, avec des étudiantes en master. Et puis, du côté de l'éducation nationale, on avait donc Sonia Angonin, qui est la conseillère pédagogique qu'on remercie beaucoup parce qu'elle coordonne nos différents projets collaboratifs et sans elle, on pourrait, je crois, pas le faire. Et puis, on avait donc toutes ces enseignantes ici qui sont toutes des enseignantes de maternelle qui peuvent être en petite section, moyenne section, grande section, en zone ordinaire ou dans des zones REP. Alors, on a travaillé de cette façon-là. J'essaie de vous présenter un petit peu les choses de façon concrète. De toute la première partie de l'année, de octobre à décembre, on avait 2 réunions avec les enseignantes où on a fait de la co-construction. Alors, dans ce travail de co-construction, c'est une démarche un petit peu particulière, hein, c'est-à-dire chacun apporte son expertise et puis on construit ensemble, comme son nom l'indique. Donc nous, on a présenté la problématique, on a défini ce qu'était le vocabulaire mathématique, on a donné des repères développementaux, on a décrit les tâches qu'on peut utiliser pour tester, les interventions qui existaient. Et puis, évidemment, on a reçu de la part des enseignantes un peu tout leur partage d'expérience et l'expertise qu'elles avaient et puis la connaissance qu'elles avaient à travers leur pratique de cette question-là. À partir de là, on a entamé cette phase de co-construction des séquences pédagogiques qui a duré quand même sur 3-4 mois. Hein. Quand on parle de recherche collaborative, on parle de quelque chose qui est long, toujours. Hein. Et puis en janvier, on avait donc une séance encore avec les enseignantes. Ces séances pour les enseignantes, ça se fait dans le cadre de leur formation obligatoire, en fait, où elles peuvent venir le faire avec nous. Et donc, nous, du côté des chercheuses, on a présenté les tâches qu'on avait élaborées pour tester les effets de l'intervention. Et puis, les enseignantes ont présenté les séquences pédagogiques qu'elles avaient continué à travailler elles-mêmes après nos réunions de co-construction. Et puis, on a continué la co-construction des séances.
pour arriver à quelque chose d'assez clair, en fait, en fin janvier. Et puis, en février et mars, eh bien, on a testé. Mais c'était dans une phase un peu d'une étude pilote, c'est-à-dire que nous, on avait mis au point des tâches pour évaluer l'efficacité du programme. Donc, on a testé 306 enfants qui étaient en petite section, moyenne section ou grande section avec ces tâches. Et puis, les enseignantes, elles ont testé le programme dans leur classe. C'est-à-dire, mais là, ce n'est pas un test de l'évaluation des effets, c'est juste regarder si ça marche, regarder ce qu'il faudrait changer, regarder si ça semble adapté aux élèves, etc. Et puis ensuite, en mai, on a pu avoir les résultats de toutes nos tâches tests. Donc on a montré un petit peu les analyses qu'on avait recueillies. Les enseignantes nous ont fait un retour de leur expérience pour planifier l'année suivante, qui était un peu le vrai travail de cette recherche collaborative. Alors quand on parle de vocabulaire mathématique, il y a plusieurs termes, ça peut être le lexique mathématique, le langage mathématique, le parler maths. En tout cas, c'est une composante du langage qui est nécessaire pour comprendre et s'exprimer donc au sujet des mathématiques et aussi pour construire des concepts mathématiques. Alors, ça peut être, comme c'est indiqué ici dans la définition de Turan, ça peut être d'écrire des termes sur les nombres, par exemple 8, 9, etc. Mais ça, alors nous, on ne s'est pas intéressé à ça. Ça comprend aussi, surtout, des termes linguistiques qui vont se référer directement ou indirectement aux nombres, c'est-à-dire des termes qui sont importants pour comprendre les concepts mathématiques, en particulier des termes quantitatifs et des termes spatiaux, comme plus que, moins que, à côté de, derrière, etc. Donc, il faut savoir que le vocabulaire mathématique est relié à plein de choses. Ici, dans cette diapo, il est présenté au centre. Là, il dépend d'un ensemble de facteurs. Alors, ces facteurs, ça peut être des facteurs de fonctionnement exécutif, ça peut être, le langage général, ça peut être j'ai mis ici l'affluence arithmétique, des comparaisons d'ensemble, c'est-à-dire des comparaisons approximatives de nuages de points, par exemple. Donc, il a été montré que toutes ces compétences-là ont une incidence sur le vocabulaire mathématique. Et puis, il a aussi été montré que le vocabulaire mathématique avait une incidence, alors tout ça, ça a été montré à différents niveaux d'âge, sur le vocabulaire général, sur les fonctions exécutives, sur différents types de compétences numériques, sur la résolution de problèmes, le raisonnement de proportionnalité. Et en fait, ce qui a surtout été montré, et ce qui justifie pourquoi c'est important de travailler là-dessus, c'est que ce vocabulaire mathématique est important pour développer les compétences mathématiques futures. Donc, c'est important de s'y intéresser dès le plus jeune âge. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur les spécificités de ce vocabulaire mathématique par rapport à d'autres langages ? En fait, c'est un vocabulaire qui met du temps pour être compris. C'est difficile pour les enfants. Il y a le fait qu'un mot peut prendre différents sens ou présenter des nuances selon la forme syntaxique dans laquelle il est intégré. Par exemple, on peut parler de plus que, le plus de, etc. Et que le syntagme qui va avec le mot n'a pas toujours la même forme. Il y a une très grande variabilité. Par exemple, on dira devant le chien, mais à côté de la fille. On dira à côté de la fille, mais à côté du garçon. Ou on dira c'est dessous, mais on dira c'est sous le lit. D'accord, etc. Donc voilà, c'est un vocabulaire qui est très spécifique et qui est très lié à les syntagmes avec lesquels il est employé. Donc il s'agissait donc de construire le programme et puis d'élaborer des tests qui nous permettraient de tester l'effet du programme. Donc pour la construction des tests sur le vocabulaire mathématique, on s'y est pris de cette façon-là. On a recensé les différents mots qui étaient utilisés donc, dans les articles publiés sur cette question. Bon, c'est souvent des articles anglo-saxons, donc on a aussi regardé les évaluations nationales en CP pour finalement regarder qu'est-ce qu'on attend comme mots qui sont connus en CP.
Et puis, on a discuté de la liste de ces mots qu'on a construit à partir de tout ça avec les enseignantes, qui elles aussi avaient une idée de ce que devait être ce vocabulaire mathématique dans leur classe. Elles avaient elles-mêmes aussi une idée de ce que les enfants savaient, ce que les enfants ne savaient pas, ce qui pouvait poser problème. Et donc, du coup, on a proposé un jugement de pertinence, une note de 1 à 5 pour chaque niveau de maternelle pour définir quels étaient les mots sur lesquels on allait travailler. Donc, à la fois, on a fait ça donc, avec des connaissances des enseignants et puis de la littérature scientifique. Au final, on a pris 49 mots qui étaient des mots quantitatifs pour les 2/3 et puis des mots spatiaux pour 1/3. Et donc, on a élaboré 2 tâches. C'est un peu aussi l'originalité de notre travail, c'est qu'on voulait tester la production, mais la compréhension, ce qui est le plus testé, mais aussi la production. Alors, par exemple, en compréhension, excusez-moi, on pouvait dire, on présentait par exemple 2 images comme ça à l'enfant, et on disait à l'enfant, montre-moi l'image où les bonbons sont partagés. Il fallait que l'enfant y réponde sur la bonne image. Ou montre-moi l'image où le chien est derrière le lit. D'accord ? Et puis en production, c'était le contraire. Par exemple, on pouvait dire à l'enfant, ici le chien est devant le lit et là le chien est, et il devait nous répondre donc derrière le lit. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une relation entre le parler maths des enseignants et les compétences mathématiques des enfants. C'est-à-dire, par exemple, il a été établi que, ça correspond à la moyenne section en France, la quantité de mots de vocabulaire de mathématiques des enseignants prédit l'amélioration du vocabulaire des enfants durant l'année. Il y a aussi certains résultats qui montre que ce vocabulaire mathématique, il n'est pas relié aux mêmes compétences. Par exemple, il est plus relié à la cardinalité qu'au calcul. Donc ça suggère aussi que ce n'est pas tant la quantité de mots qui est importante, mais c'est la qualité des mots ou l'adaptation au niveau de l'enfant. Et voilà. Donc là, je vais donner la parole à Sonia qui va un petit peu vous expliquer le côté du programme qui a été élaboré et comment on a élaboré ce programme. Tu veux ma place, Sonia ? Oui. Oui. 2 minutes et 30 secondes. Ah, vas-y. Bon, on va faire très très rapidement. Donc, du côté des enseignantes, en fait, moi je me situe à l'interface du travail qui se fait en classe et des apports de la recherche, en ayant un peu un rôle de passeur des 2 côtés, de compréhension de la recherche, et puis du côté des enseignantes, justement, de profiter de toutes les connaissances que vous avez pour pouvoir les mettre vraiment en œuvre dans les classes. Donc du coup, à partir de tout ce que l'on a reçu comme contenu et comme connaissance, les enseignantes ont produit une première séquence qui est basée sur la lecture interactive enrichie. Donc voilà, sur un modèle d'apprentissage du vocabulaire qui se base sur des albums de jeunesse sur lequel en fait on va expliciter les mots que l'on a ciblés avec des synonymes, des antonymes, des mises en contexte, sur lesquels après on va repartir sur du langage en production avec une importance vraiment très très importante sur le mot ciblé et la syntaxe ciblée que l'on va un petit peu décrocher entre guillemets du concept mathématique. En tous les cas, celui-ci va être vraiment très facile à aborder pour les enfants pour que ce soit vraiment un impact sur l'apprentissage du mot qui soit vraiment mis en avant. Donc, des mots ont été choisis par les enseignantes avec différents niveaux et les enseignantes ont choisi des albums qui paraissaient les plus adaptés pour travailler ce lexique en créant à chaque fois 3 séances pour chacun des albums. Donc, du coup, il ne reste plus beaucoup de temps, c'est ça ? C'est sûr, il reste. Hein ? Oui. Donc, du coup, s'il ne reste pas beaucoup de temps, je vais directement aller sur les résultats de l'intervention au final. Parce que là, je voulais vous présenter les résultats aussi des pré-tests de l'étude pilote. Mais on va aller directement sur les résultats de l'intervention, qui était donc l'année suivante, en 2024-2025, où on a vraiment testé l'efficacité
du programme. Donc je vais un petit peu passer tout ça. On avait, donc pour tester les résultats d'une intervention comme ça, il nous faut un plan expérimental. Donc on avait un groupe expérimental et un groupe témoin. Alors, un groupe témoin, c'était ce qu'on appelle un groupe témoin passif. Mais moi, je trouve qu'il est, il est entre un groupe témoin passif et actif. Je m'explique. C'est-à-dire, le groupe d'intervention participait au programme qu'on avait mis au point et ce programme était dispensé par les enseignants dans leur classe. Ce n'est pas nous, en tant que chercheuses, qui le faisions. Et donc, selon une programmation. Et le groupe témoin ne faisait pas ce programme. Mais par contre, le groupe témoin avait le même temps avec leurs enseignantes. Au final, il n'y avait pas ce facteur qui rentrait en ligne de compte. Et puis, il faut savoir aussi que l'apprentissage du vocabulaire mathématique, c'est quelque chose qui est dans les programmes de maternelle. Donc, le groupe témoin faisait aussi de l'apprentissage du vocabulaire mathématique, mais à la façon classique. Donc, voilà. Et donc, les enfants étaient testés au départ, avant l'intervention, et après l'intervention, sur de la compréhension et de la production, qui sont les tâches que je vous ai montrées tout à l'heure, de vocabulaire mathématique. Ils étaient testés aussi sur tout un ensemble de compétences mathématiques. Et puis, ils étaient testés aussi sur leur compréhension lexicale et leur compréhension syntaxique et de l'inhibition. Donc, ici, je vous fais voir directement les résultats. Donc, on a obtenu, pareil, on était sur à peu près 300 enfants. Donc, c'est des résultats qui... on a quand même un bel échantillon. Donc, ça, c'est les résultats qu'on a chez les enfants de 3 ans. Donc en petite section. Donc les enfants, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est si entre le pré-test et le post-test, les enfants du groupe d'intervention font plus de progrès que les enfants du groupe contrôle. Alors quand on mesure la compréhension du vocabulaire mathématique, on voit que les enfants du groupe d'intervention en bleu ont plus progressé que les enfants du groupe contrôle. Donc, ça montre l'efficacité du programme. C'est la même chose pour la production du vocabulaire mathématique. Les enfants partaient pas du même niveau, mais en tout cas, il y a eu plus de progrès sur la production. Et ce qui est intéressant aussi, c'est sur les compétences mathématiques. Ça pouvait être la comptine, le comptage, le dénombrement, etc. Les enfants ont aussi plus progressé. J'ai plus que pour une minute. Une minute. En moyenne section, on avait un effet significatif, mais uniquement sur la compréhension du vocabulaire mathématique. Et puis, en grande section, l'effet significatif qu'on a eu, c'est uniquement cette fois-ci sur la production du vocabulaire mathématique, mais juste chez les enfants qui étaient dans les zones REP, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on a étudié ça en fonction du niveau socio-économique qu'on a abordé à partir de la zone de scolarisation, mais on a étudié ça aussi en fonction du milieu linguistique, c'est-à-dire les enfants qui sont dans une environnement multilingue. Donc voilà, c'est des résultats qui sont assez jolis. Et voilà, maintenant on va terminer l'année suivante en s'intéressant à des questions d'implémentation. C'est pas le tout de tester l'efficacité d'un programme, là on montre que ça marche, mais si on veut que ce soit vraiment généralisé, il faut aussi que les enseignants utilisent le programme par la suite et que nous-mêmes on l'envisage. Désolée pour... Merci beaucoup. Merci. C'est très bien, bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Eric Gustafsson, je suis titulaire de la chaire sur le numérique éducatif à l'université Marie-Louis Pasteur à Besançon. Et donc je voulais vous présenter une petite un article de revue de littérature autour des pratiques de récupération de l'information en éducation, en sciences cognitives. Alors je vais détailler un peu ce dont il s'agit. Juste un bref rappel pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces notions de récupération. Bon, en sciences cognitives, il y a une courbe qui est très connue, qui est la courbe de l'oubli d'Ebbinghaus. C'est cette idée que si des informations ne sont pas directement pertinentes pour notre survie ou qu'on ne trouverait pas
immédiatement intéressantes, on aurait tendance à les oublier très vite. Donc ça, c'est des études qui ont été répliquées plein de fois. Donc on demande à des participants de mémoriser, mettons, une suite de 20 mots, et on les teste 10 minutes après. Ils ont déjà commencé à oublier. Le lendemain, ils ont déjà pratiquement tout oublié. Et 6 mois plus tard, il ne reste plus rien. Des fois, ils se souviennent du premier mot de la liste, du dernier mot. S'il y avait un mot rigolo dans le lot, ils s'en souviennent. Autrement, ils oublient tout. Donc cette courbe, elle est un peu déprimante pour les enseignants parce que quand on donne un cours sur l'identité remarquable, le théorème de Pythagore ou l'histoire de France ou que sais-je, les élèves ne sont pas forcément directement intéressés à ces sujets. Et donc, malheureusement, quand on les teste rapidement, on le voit même le soir avec nos enfants. T'as appris quoi à l'école aujourd'hui? Des fois, ils ont déjà tout oublié. Et ça pose problème aussi pour certains élèves qui disent « Ah, c'est bon, je m'en souviendrai, je l'ai vu en cours, ça va, je m'en souviendrai pour l'examen. » Mais en fait, la courbe de l'oubli ne pardonne pas, et le jour de l'examen, on a l'effet du bout de la langue. Hein, « Ah, punaise, je sais, on l'a vu ça. » On n'arrive pas à retrouver l'information. Cette courbe est un peu déprimante, la courbe d'Ebbinghaus. Alors pour contrer ça, il y a plusieurs méthodes qui ont été proposées, notamment la pratique de la récupération de l'information. C'est-à-dire vraiment à s'entraîner, à aller se creuser la cervelle régulièrement pour aller récupérer l'information et la verbaliser. D'accord ? Donc c'est pas juste par exemple pour réviser, ça va pas être juste de lire un cours et de le surligner, mais vraiment de s'entraîner à ok, je cache le cours, est-ce que je suis capable de le réexpliquer à quelqu'un ? Vous pouvez faire l'expérience, hein, c'est vous lisez un texte et puis vous cachez, est-ce que je suis capable d'expliquer ce que je viens juste de lire à quelqu'un ? Et vous verrez que c'est pas si facile que ça, c'est un vrai exercice, c'est une vraie gymnastique. Donc il y a différentes manières de récupérer l'information, et il y en a deux grosses catégories, on va dire. La première catégorie, c'est le fait d'apprendre en enseignant ou l'auto-explication. Donc on essaie d'expliquer le cours à quelqu'un, ou si on est tout seul, à une personne imaginaire. Voilà, on essaie de voir si on serait capable de récupérer cette information et de la verbaliser. Une autre manière, c'est en se testant avec des questions, on cache la réponse, on regarde si on a eu bon ou pas. C'est ce qu'on appelle l'effet test. Alors il y avait un article très séminal de cette étude de Karpik en 2012 où il demandait à des participants donc de mémoriser une liste de questions et de réponses. Et alors certains participants, il y avait 3 conditions, ils devaient soit juste lire les questions et les réponses, tout ça, attendre 2-3 minutes, le refaire et 4 fois de suite, donc ça c'est pour study, SSS. Après il y avait un autre groupe, c'était study, et puis ensuite de se tester, donc d'arrêter de lire mais de cacher la réponse et on se teste. Et puis le troisième groupe, il fallait qu'ils lisent les questions et les réponses une fois et ensuite juste qu'ils se testent 3 fois de suite. Donc ensuite on teste ces participants 5 minutes après et on voit ce dont ils se souviennent. Alors quand on les teste juste 5 minutes après, de manière étonnante, finalement c'est le groupe plutôt qui a lu qui mémorise le mieux. Donc finalement lire son cours vraiment 5 minutes avant l'examen, c'est pas forcément une mauvaise idée. Faut pas que ça dure plus longtemps par contre. Parce que par contre si on les teste une semaine plus tard, la courbe de l'oubli pardonne pas, on a pratiquement tout oublié. Par contre ceux qui se sont testés, qui se sont entraînés à récupérer l'information, on voit que l'information ça a été stocké à un petit peu plus long terme. Donc c'était un peu plus efficace. Donc c'est bon, ces études elles ont été répliquées plein de fois, il y a plein de travaux qui montrent l'efficacité maintenant de cette pratique de récupération. Et on voit que c'est une bonne manière de contrer justement la courbe de l'oubli, de hacker un peu notre cerveau. Au bout de 10 minutes, on se teste. Et le fait de se tester, ça rafraîchit un petit peu l'information en mémoire. Ce qui se passe, c'est qu'elle va mettre un peu plus de temps à se détériorer. On se reteste, elle va mettre un peu plus de temps à se détériorer, et ainsi de suite. Ce qu'on appelle la répétition espacée, expansée, parfois, parce qu'on augmente un peu le délai à chaque fois. Donc c'est très efficace pour mémoriser sur le long terme. Il y a plein d'études qui montrent ça, en particulier pour les langues étrangères, c'était très très bien testé pour mémoriser du vocabulaire. On peut mémoriser une quantité assez phénoménale d'informations avec ces méthodes. Alors tout ça c'est très beau, mais ce qui les chercheurs ont proposé dit souvent aux enseignants, faites des flashcards, ça marche, entraînez-vous à la pratique de la récupération. Donc ça peut être soit faire des quiz par exemple, un moment dans le cours, vous pouvez faire un petit quiz, soit proposer des cartes mémoire comme ça, avec la question, la réponse, et l'enfant cache les réponses, ou alors avec des flashcards, donc les flashcards, il y a la question d'un côté, la réponse de l'autre, des petites cartes de révision comme ça, et qui peuvent être aussi mises dans des boîtes, ça c'est des boîtes, ce qu'on appelle les boîtes de Leitner, où il y a un petit programme de révision, c'est des boîtes à plusieurs niveaux. Et le programme de révision, elles sont fichues de manière à ce que les cartes qu'on a le plus de mal à mémoriser nous sont proposées le plus souvent.
Voilà, donc on est exposé plus souvent aux cartes qu'on a le plus de mal à mémoriser. Et ensuite, ces cartes, ces flashcards, on a aussi maintenant plein de logiciels qui proposent ça, des applis, qui intègrent aussi le système de Leitner, c'est-à-dire qu'elles mémorisent, elles nous proposent plus régulièrement les cartes qu'on a le plus de mal à mémoriser. Donc génial, ok, donc on a des trucs qui fonctionnent très bien en laboratoire, on a plein d'outils pour les mettre en place dans les salles de classe. On dit aux enseignants, faites des flashcards, hein, faites ça, faites des quiz. Mais ce qu'on constate, c'est que toutes ces stratégies sont souvent absentes des manuels scolaires et aussi des salles de classe, toujours le cas. Et les stars de la révision restent la relecture et le surlignage, que ce soit en primaire, secondaire ou dans le supérieur. Alors en fait, ce qui est assez déprimant, il y a des études plutôt récentes, là, 2024, 2022, qui montrent que, parce qu'il y a quand même eu des progrès, là, il y a de plus en plus de diffusion de ces techniques de récupération d'informations, ça commence à intégrer les manuels scolaires, ça commence à être diffusé aussi sur YouTube, TikTok, il y a 1 milliard de vidéos maintenant de gens qui vous expliquent comment réviser pour vos examens, comment réviser efficacement, etc. Malheureusement, notamment l'étude de Ruiz Martin qui montre que même les étudiants à qui on a expliqué que ça marchait, ils le savent que ça marche, ils sont au courant, ils ont eu leur cours de sciences cognitives, ils sont au courant des différentes méthodes de révision, ils sont au courant de celles qui sont efficaces, celles qui ne sont pas efficaces. Malgré tout, ils ne les mettent pas en place. Donc voilà, ça c'est un petit peu problématique. Et alors, il y a plusieurs explications à ça. Nous, au sein de la chaire, sur le numérique éducatif, on organise ce qu'on appelle des PRP, des partenariats recherche pratique, où on essaye de monter des projets de recherche en collaboration avec les enseignants. Donc on communique un peu sur nos thématiques de recherche, on invite les enseignants à nous contacter. Là, on a eu un groupe d'enseignantes de collège qui sont venues, vraiment les plus motivées de la Terre. Elles ont lu tous les livres de sciences cognitives, c'est des grandes fans de Grégoire Borst et compagnie, et elles essayent de mettre en place les pratiques de récupération dans leur collège, et ça ne marche pas. Ça ne marche pas, les élèves n'embarquent pas. Pourtant, elles se donnent du mal, elles créent plein de flashcards, elles mettent en partage, elles ont acheté des abonnements pour des logiciels aussi, donc les élèves peuvent avoir les flashcards sur leur téléphone, enfin bref. Et ça fonctionne pas. Aussi, en parallèle de ça, moi je travaille en discutant un peu avec les enseignants. Des fois, ils ont certains d'entre eux une mauvaise perception des chercheurs qui viennent leur dire quoi faire ou qui répondent à tous leurs soucis par faites une formation. Il y a des formations qui existent. Et elles me disent, moi j'en ai marre qu'on me dise de faire des formations. Bon. Et c'est vrai qu'on s'en rend compte quand on va dans les salles de classe, la diversité des problèmes qu'on a, elle est incroyable en fait. Des problèmes de motivation, des problèmes de santé, des problèmes de troubles développementaux, des problèmes familiaux, des problèmes de toutes sortes. Enfin, dans les salles de classe, en particulier les élèves qui ont le plus de mal, il y a une diversité de défis qui sont importantes. Alors pour démarrer ce projet, donc on a démarré un projet de recherche avec ces enseignantes que je ne présenterai pas ici directement, mais en préalable, du coup j'ai essayé de voir qu'est-ce qu'il y a dans la littérature autour des points de blocage les plus fréquemment mentionnés pour l'utilisation de ces flashcards. Pourquoi est-ce que ça n'arrive pas à diffuser, pourtant que ça fait 10 ans qu'on sait que ça marche, et ça ne prend pas. Alors il y a toute une série de points de blocage. Alors il y en a, c'est les barrières technologiques pour les aspects, ils n'ont pas accès aux flashcards, ou ils n'ont pas accès aux applis pour les flashcards connectés. Il y a des histoires donc contrôle perçu, c'est une traduction un peu de Perceived Behavioral Control en anglais, qui dit en gros les élèves ont l'impression que ça prend trop de temps de faire des flashcards, c'est trop compliqué, ça prend trop de temps, ils savent pas comment s'organiser pour faire ça. Alors que lire et surligner, on peut faire ça en écoutant de la musique, en regardant une série, c'est facile. Le problème des normes sociales aussi, c'est que parfois ils font comme font les copains. Et les copains n'utilisent pas de flashcards, du coup, spontanément, ils vont pas le faire. Voire même dans certains cas, les copains peuvent se vanter de dire « Ah, moi, j'ai rien révisé, j'ai juste tout révisé la veille. » Ou voilà, j'ai eu telle bonne note, pourtant j'ai lu juste le cours ce matin, j'ai réussi à une bonne note. Donc ça, c'est aussi un
un problème. L'attitude face à l'effort, c'est-à-dire que contrairement à lire et surligner qui demande très peu d'efforts, le fait de récupérer l'information, si vous le faites travailler avec des flashcards, vous allez voir que il faut se creuser la cervelle, il faut essayer de retrouver la réponse, et puis souvent on est confronté à cette sensation du bout de la langue, quoi, de dire punaise ça, parce que c'est toujours pareil, ces logiciels nous proposent les flashcards qu'on a le plus de mal à mémoriser. Donc on a très souvent ce truc du bout de la langue, quoi. Qu'est-ce que c'est, on regarde, mais oui c'était ça, bon, le coup d'après on s'en souviendra, mais on est souvent confronté à cette sensation qui n'est pas très agréable. C'est d'ailleurs un des mots qui est l'expression au bout de la langue, enfin cette sensation-là, il y a des linguistes qui montraient que ça existait dans plein de cultures. C'est associé à la grande famille des sensations comme le fait d'avoir envie d'éternuer mais de ne pas éternuer. Enfin, c'est une grande famille de sensations désagréables comme ça. Le problème de la performance versus les apprentissages, c'est-à-dire que les élèves souvent ils veulent juste avoir leur bonne note à l'examen, ils s'en fichent d'apprendre, quoi. Je veux faire le minimum pour avoir 10, pour avoir la moyenne, et apprendre sur le long terme, c'est pas forcément l'objectif. Et aussi en tant qu'enseignant, on n'évalue pas forcément l'apprentissage sur le long terme. Notre problème, c'est l'illusion de compétence, c'est le fait que lire et surligner, ça donne l'impression qu'on va mémoriser, qu'on mémorise. On se dit c'est bon, j'ai lu, je m'en souviendrai, et voilà, la courbe de l'oubli ne pardonne pas. Le jour de l'examen, on est là, mince, ça je l'ai lu hier soir, c'était quoi? Et ça bloque. Ensuite, le manque de formation des enseignants. Bon, ça c'est de moins en moins le cas, parce qu'il y a quand même, ça commence à être diffusé ces idées de sciences cognitives appliquées à l'apprentissage, mais en tout cas c'est souvent mentionné. L'inadéquation des programmes scolaires, ça c'est quelque chose que les enseignants mentionnent pas mal, c'est-à-dire que les flashcards, ça serait juste pour l'apprentissage par cœur. Voilà, mais moi pour mon cours, je veux qu'ils comprennent, qu'ils sachent faire, et donc les flashcards ne fonctionnent pas, ne sont pas pertinentes pour ça. Et puis le dernier, c'est tous les autres problèmes. Et tous les autres problèmes, c'est pas, en fait, ça devrait prendre 3/4 de la diapo, parce qu'en fait, tous les aspects de santé physique, santé mentale, situation familiale compliquée, souvent les élèves qui ont le plus de mal à l'école, c'est des situations familiales atroces. En France, je crois les statistiques, c'est un enfant sur 5 qui subit une forme de maltraitance psychologique ou mentale, inceste. Enfin, c'est atroce quand on voit les statistiques. Donc, dans une salle de classe, statistiquement, on a quand même quelques élèves qui vivent des trucs horribles. Et alors de leur dire, faites des flashcards, ça, voilà, il y a un peu de certaine indécence là-dedans aussi. Donc ça c'est un peu pas mal de points de blocage. Ok, alors on va essayer de finir sur une petite note d'espoir, c'est-à-dire que quand même dans la littérature on mentionne aussi des manières de surmonter ces différents points de blocage. Alors au niveau des points de blocage qui sont centrés sur l'apprenant, on a pour l'illusion de compétence, on encourage l'expérience directe des élèves avec les différentes méthodes de révision, c'est-à-dire de vraiment prendre des heures de cours dans l'année. Alors quand ils ont des heures de permanence, de vie scolaire, il y a différents systèmes qui existent selon les pays, mais vraiment qui testent, apprendre même des passages de leurs cours avec des questions à réponse courte, et qui se testent. Donc ils testent avec différentes méthodes de révision, ils se testent une semaine après, on voit laquelle est plus efficace. Mais qu'ils expérimentent ça dans leur chair, quoi. Ça c'est assez important, parce que juste le savoir théorique, c'est bien beau, mais le faire... Moi, j'ai démarré un peu ce projet de recherche pendant le confinement, et coincé chez moi, je me suis amusé à faire des flashcards et essayer de mémoriser des trucs. Et effectivement, c'est intéressant, quoi, de le vivre, c'est totalement différent. Aussi d'un point de vue métacognitif, on voit mieux notre cerveau, comment il fonctionne. On se dit, cette flashcard, ça j'aurais du mal au bout d'un moment, on se rend compte des cartes. Cette information, je vais avoir du mal à la retenir. Il faut que je trouve un moyen mémotechnique, il faut que je trouve une association, un truc. On voit un peu mieux comment notre cerveau fonctionne, c'est pas mal. Pour la performance versus l'apprentissage, on peut encourager les enseignants à repenser leurs évaluations pour mesurer aussi la compréhension et la rétention à long terme. Donc ça peut être des examens cumulatifs, ça c'est des examens où il y a les questions du cours, mais il y a aussi quelques questions des cours d'avant. Ça peut être des projets, des journaux de réflexion, davantage d'évaluations formatives, etc. L'attitude face à l'effort, on peut communiquer sur le fait qu'intégrer des méthodes de révision active augmente l'engagement, mais aussi la satisfaction des élèves. C'est-à-dire que les élèves qui utilisent des flashcards, en fait, de manière régulière, ils prennent plus de plaisir dans la révision et dans l'apprentissage. C'est plus ennuyeux. Parce que c'est une méthode active. Donc c'est plutôt chouette. Une fois que la routine est mise en place, c'est plutôt sympa. Les normes sociales, là encore, ça peut être intéressant de monter des activités collectives en classe, un petit peu avec l'expérience directe que je mentionnais tout à l'heure, mais de faire ça de manière collective. Donc les élèves peuvent se faire réviser mutuellement, on n'est pas obligé de réviser les flashcards tout seul, mais de se faire réviser mutuellement et de normaliser un petit peu cette pratique, quoi, comme une bonne pratique de révision.
Et ensuite, pour le contrôle perçu, le fait qu'on n'a pas le temps, c'est trop dur, c'est trop compliqué, on peut mettre en place des routines simples, de la gamification aussi. Maintenant, avec les logiciels de flashcards que les élèves ont sur les applis, les enseignants peuvent traquer les statistiques d'utilisation de chaque élève. Donc, combien de cartes ils ont vues, combien de cartes ils ont bien mémorisées, etc. Donc, on peut mettre en place aussi des petites récompenses, des choses comme ça. Enfin, pour les points de blocage un peu plus structurels et systémiques, au niveau du manque de formation, il y a différentes positions dans la littérature scientifique. Ça va d'approche plutôt descendante, donc faire davantage d'intégrer les sciences cognitives dans les formations des maîtres, davantage de médiation scientifique, de vulgarisation scientifique, ces choses comme ça. Et aussi, il y a toute une littérature sur des approches beaucoup plus ascendantes avec les partenariats recherche pratique, les PRP, c'est ce qu'on fait à Besançon, avec un métier qu'on appelle les brokers, les courtiers en connaissances. Je ne sais pas si vous avez entendu. Donc, ils font un peu le lien entre les praticiens et les chercheurs. La recherche-action, les sciences participatives et ainsi de suite. Au niveau de l'inadéquation des problèmes, ça c'est pour les enseignants qui sont un peu réticents à utiliser la récupération ou les flashcards. On peut communiquer sur le fait qu'en fait les pratiques de récupération, en vrai, elles favorisent une compréhension en profondeur aussi. Le fait, l'auto-explication, le fait d'être capable d'expliquer quelque chose à quelqu'un. On se rend compte quand on doit donner un cours, en général, dans un cours, celui qui apprend le plus, c'est celui qui donne le cours. Parce qu'on a tous préparé des cours, on est obligé d'anticiper les questions, d'être sûr, est-ce que ce mot, si on me demande, est-ce que je suis capable de le définir ou pas? Est-ce que je suis capable de donner un exemple? On anticipe un peu tout ce qu'on peut nous demander et ça demande un gros travail. Il y a d'autres méthodes aussi, comme la méthode Flashcard Plus. Alors ça, c'est une méthode qui est assez peu connue, mais il y a 2 publications qui montrent des résultats intéressants. Mais en tout cas, c'est des flashcards où on a la question d'un côté, et puis la réponse de l'autre, et la réponse est en 3 parties. Donc on a par exemple une définition, donc la première partie de la réponse c'est la réponse formelle, la réponse vraiment attendue dans le manuel scolaire. Donc on a la définition tout à fait formelle. Deuxième réponse, c'est une définition avec les mots normaux, donc l'élève qui utilisera avec des mots pas du tout jargonneux. Ouais, j'ai terminé. Et puis le troisième point de la réponse, c'est un exemple, une association. Voilà, donc l'élève il est capable de donner la définition, il est capable de l'expliquer avec ses mots, il est capable de donner par exemple ceci, cela, ou par exemple il y a un lien avec tel cours, telle autre chose. Au niveau des barrières technologiques, on peut proposer des alternatives accessibles à tous, donc des logiciels libres d'accès si possible, voilà, gratuits, faciles d'accès, mais aussi on conseille d'intégrer des séances de révision collective en classe pour s'assurer que tout le monde installe et se familiarise avec les fonctionnalités de l'application. Donc là, les enseignants qui nous avaient contactés au collège, quand on est venu faire un petit peu des petites activités de pratique avec leurs flashcards en classe, voir comment ça se passait, on a fait OK, là exceptionnellement vous avez le droit à votre téléphone, vous pouvez vous connecter sur le truc. Et puis elles étaient horrifiées de constater que les 3/4 de la classe s'étaient jamais connectés, ne savaient pas comment ça fonctionnait, ils n'avaient même pas installé l'appli sur leur téléphone, ou alors avaient installé l'appli mais ne savaient pas comment trouver les flashcards. Enfin, elles étaient là, mais pourtant je vous l'ai expliqué en début d'année, on vous a donné un tuto, tout ça. Donc voilà, c'est important parce que les barrières technologiques, tout le monde n'est pas égal. Il y a des élèves qui ont l'habitude, surtout au collège, il y a des élèves qui ont leur téléphone depuis pas très longtemps, enfin tout ça, installer des applis, aller chercher, surtout quand c'est des applis RGPD, donc il faut qu'ils passent par ECLA-BFC, par des plateformes du collège pour avoir accès avec des mots de passe, pour avoir accès à l'application. Ça peut être un peu compliqué. Et puis tous les autres problèmes, là, effectivement, ça va plutôt être en lien avec les services médicaux et sociaux. Et là-dessus, on a différents conseils dans la littérature, on va dire 3 grosses catégories, mais c'est une littérature qui est très très large. Donc on peut communiquer davantage sur l'existence de ces services. Parfois, les parents ou les élèves sont même pas au courant qu'ils existent. Et ça, c'est le cas même dans le supérieur. Et moi-même, à l'université, parfois je découvre qu'il y avait des services pour ça. Il y avait un service juridique pour tel truc. Ah d'accord, il y a un service pour les élèves qui ont des problèmes financiers. Ah, des services pour le logement, d'accord, ok. Bon. Il y a tout un tas de services qui existent et les étudiants ne sont même pas au courant. Moi, en tant qu'enseignant, je suis pas au courant. Et alors peut-être que je suis particulièrement mal organisé. Mais voilà, parfois c'est des petits. Et quand on demande aux enseignants, on dit mais si on leur donne un petit livret en début d'année avec toutes les informations, mais bon, ça rentre dans tous les livrets qu'on reçoit en début d'année et ça finit dans un coin. Donc là-dessus, on peut faire des diagrammes, on peut faire des flowcharts, des feuilles un peu qui résument un petit peu tous les services
au même endroit, le diffuser, le placarder dans le collège, dans les établissements, et puis que ce soit facile d'accès. On peut faciliter les prises de contact aussi, c'est-à-dire des fois pour les parents, les familles, ça peut être compliqué de rentrer en contact avec ces services. Parfois, c'est des parents qui sont étrangers, c'est pas la langue maternelle. Parfois, c'est stigmatisant, ils savent pas, c'est compliqué, enfin, ils sont pas à l'aise avec ça. Donc, on peut mettre en place des formes de médiation, des médiateurs, et enfin déstigmatiser au maximum ces aides. Alors ça peut être fait avec de la prévention, en intégrant davantage, en invitant les représentants de ces différents services à l'établissement pour le présenter, pour le proposer, les encourager à organiser des petits ateliers, juste pour que les élèves connaissent ces personnes, savent qu'elles existent, savent qu'elles sont là, et savent qu'elles peuvent les contacter de manière préventive, de ne pas attendre que c'est vraiment la catastrophe avant de s'intéresser à l'existence de ces services, mais les rendre un peu plus présents dans la vie de classe. Bon voilà, ça c'était un peu un gros panorama, ça fait beaucoup d'informations en 20 minutes, désolé. Mais voilà, c'était ça l'idée. Merci beaucoup pour votre attention. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter notre étude que nous avons menée à Genève et qui visait à transformer les pratiques enseignantes pour favoriser la motivation des élèves. Donc aujourd'hui, la motivation, on la retrouve partout. On en parle par exemple dans les médias locaux, comme vous pouvez le voir ici. C'est aussi un sujet de préoccupation qu'on retrouve chez les enseignants, mais aussi chez les parents. Et c'est une priorité également pour les politiques éducatives. Ici, c'est la feuille de route du DIP de Genève de 2023 qui insiste clairement sur l'importance de renforcer la motivation des élèves dans les établissements genevois. Donc on est tous d'accord sur dire la motivation scolaire, c'est quelque chose qui est important, mais finalement, qu'est-ce qui va influencer la motivation? Alors pour répondre à cette question, on s'est appuyé sur la théorie de l'autodétermination. Donc selon cette théorie, la motivation des élèves, elle va être liée à la satisfaction ou à la frustration de 3 besoins psychologiques fondamentaux. Le besoin d'autonomie, le fait d'être à l'origine de ses sentiments, de ses comportements, le sentiment de compétence, le fait de se sentir capable, de progresser, de relever des défis, et le besoin d'affiliation, le fait de se sentir accepté, soutenu et d'appartenir au groupe. Lorsque ces besoins sont satisfaits, la motivation va être de bonne qualité. On parlera de motivation autonome où les élèves vont faire des comportements de manière volontaire. Et ça va mener à des conséquences positives en termes d'engagement, de persévérance et de bien-être. A l'inverse, lorsque ces besoins vont être frustrés, ça va mener à des motivations de moindre qualité. On parlera de motivation contrôlée. Et là, les comportements des élèves vont être réalisés sous contrainte et ça mènera à des effets plutôt négatifs avec moins d'engagement, moins de persévérance et moins de bien-être. La satisfaction et la frustration de ces besoins, elle est influencée par l'environnement social et dans le contexte scolaire, c'est l'enseignant qui va jouer un grand rôle. Donc plus spécifiquement, quand on s'intéresse à la manière dont l'enseignant influence la motivation des élèves, on va parler de style d'enseignement ou de style motivationnel. Le style motivationnel, c'est la manière dont l'enseignant va interagir avec ses élèves au travers de son attitude relationnelle, ses comportements. C'est vraiment tout ce qu'il va faire qui va encourager ou non l'engagement des élèves dans les apprentissages. De manière générale, la théorie de l'autodétermination, elle va distinguer 2 styles. Le style motivant, donc celui qui va soutenir les besoins des élèves, et le style démotivant, celui qui va frustrer les besoins psychologiques des élèves. C'est important de différencier ces 2 styles parce qu'en fait, ils mènent à des conséquences complètement différentes. Donc, en effet, ici, c'est une méta-analyse qui a été réalisée en 2024. Et qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre que lorsque l'enseignant soutient les besoins psychologiques des élèves, on a des effets positifs sur les élèves avec une augmentation des motivations de bonne qualité, une augmentation de l'engagement, du bien-être et même de la réussite scolaire. Et on aura également une baisse des motivations de moindre qualité et de l'anxiété. A l'inverse, lorsque l'enseignant va plutôt utiliser un style qui frustre les besoins des élèves, on va avoir une augmentation des motivations contrôlées, de l'anxiété et de la détresse émotionnelle chez l'élève, une diminution de la motivation autonome, de l'engagement et de la réussite. Donc on voit bien que ces styles qu'on peut appeler motivants, ils ont vraiment des effets positifs sur les élèves et finalement la question c'est est-ce qu'on peut aider les enseignants à adopter des styles plus motivants? La réponse est oui.
En fait, c'est tout à fait possible de former les enseignants à adopter des styles motivationnels plus soutenants. Ici, c'est une recherche qui a fait une synthèse sur plus de 20 ans d'études d'intervention. Et leur objectif, c'était d'évaluer l'efficacité de différentes formations créées selon les principes de la théorie de l'autodétermination. Donc les résultats, ils montrent que les formations, elles ont vraiment des effets sur les comportements des enseignants. Les enseignants, grâce à la formation, ils adoptent plus de comportements qui soutiennent les besoins psychologiques des élèves, ce qui va avoir un effet positif sur la motivation et le bien-être des élèves. Et en bonus, on a remarqué que ça avait aussi des effets positifs sur les enseignants avec une augmentation de leur motivation autonome, de leur satisfaction et une diminution de l'épuisement professionnel. Alors, bien que ces programmes de formation soient efficaces, on peut quand même mettre en évidence quelques petites limites. Tout d'abord, ces études, elles ont été en majorité développées aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en Corée du Sud. Il faut savoir qu'en Suisse, il n'y a aucune étude de ce type qui n'a ni été développée ni testée. Ensuite, lorsqu'on a testé ces effets de formation, ça s'est toujours fait dans une seule matière scolaire et en majorité en éducation physique. Et finalement, ils ont été réalisés en majorité avec l'école secondaire et très très peu à l'école primaire. Donc notre recherche, elle a voulu répondre à ces trois limites. Donc au niveau des objectifs, donc nous on a voulu concevoir une formation pour les enseignants des écoles primaires du canton de Genève. On a voulu mesurer les effets de la formation à la fois sur la motivation des élèves, sur les pratiques des enseignants et cela dans différentes matières scolaires. Au niveau du contexte, on a collaboré avec différentes écoles publiques du canton de Genève. On a fait ça dans le cadre des recherches-actions du DIP. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé, on a fait une étude durant 2 ans, durant laquelle on a suivi les mêmes enseignants. Alors, je vous l'ai dit, donc on a fait 2 années d'études. La première année, c'est ce qu'on va appeler la pré-formation. C'est donc une année où il n'y a pas eu la formation. C'est un peu notre ligne de base. Et là, on a fait 2 temps de mesure, un au milieu de l'année scolaire et un à la fin de l'année scolaire. La deuxième année, là, on a fait une formation pour les enseignants et un suivi. Et on a fait 3 temps de mesure, un au début, un au milieu et un à la fin de l'année scolaire. Pour chacun de ces 5 temps de mesure, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé en classe, on a filmé l'enseignant quand il donnait 3 leçons, donc les maths, l'allemand et le français. Et pour les élèves, on leur a fait passer des questionnaires de motivation également dans plusieurs matières scolaires. Au niveau des participants, donc les élèves, on a pu avoir 296 élèves de la primaire, donc de la 5 à la 8P. Ces élèves, ils proviennent de 2 groupes indépendants. En fait, on a un groupe qu'on va appeler le groupe contrôle, donc, qui étaient les élèves qu'on a mesurés la première année, donc, dont les enseignants n'avaient pas encore eu la formation. Et on a un autre groupe d'élèves, le groupe expérimental, qu'on a mesuré la 2e année. Et eux, ce sont des élèves dont les enseignants ont eu la formation. Ensuite, au niveau des enseignants, donc là, c'est les mêmes enseignants sur les 2 années. Au départ, on avait 15 enseignants et la 2e année, on n'en avait plus que 13. Au niveau de la formation, donc il y avait plusieurs phases. Première phase, on a vraiment fait la formation en tant que telle, d'une journée et demie. Là, on s'est vraiment mis l'accent sur ces pratiques soutenant les besoins des élèves, donc les besoins d'autonomie, de compétences et d'affiliation. On a fait des apports théoriques, mais on a essayé également de mettre pas mal de pratiques avec des exercices, des études de cas et des mises en situation. On a aussi distribué aux enseignants un petit guide avec les pratiques soutenant les besoins pour faciliter en fait la mise en place de ces pratiques dans leur classe. Ensuite, quelques temps après, on a fait un suivi post-formation, donc d'une demi-journée. Et ça, c'était vraiment pour que les enseignants, après avoir peut-être mis en place certaines pratiques, ils puissent discuter entre eux de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas marché, et qu'ils puissent collaborer pour trouver ensemble des solutions. Alors, les élèves, donc, comme je vous l'ai dit, on leur a mesuré leur motivation. On a mesuré plusieurs motivations autonomes, plusieurs motivations contrôlées, et ça envers l'école de manière générale, envers le français, les maths et l'allemand. Pour les enseignants, donc là, on a réussi à récolter 186 vidéos, donc dans les 3 matières scolaires. Ce qu'on a fait, c'est que ces vidéos, on les a découpées selon les interactions qu'ils avaient avec les élèves. On a obtenu plus de 9000 séquences d'une durée approximative entre 10 et 60 secondes. Chacune de ces séquences, elle a été codée selon un des
un des 4 styles d'enseignement qui a été montré par Alterman. Donc, je vais vous développer un tout petit peu ce modèle, donc un modèle très récent. Et ce modèle, il va distinguer 4 styles selon en fait 2 axes, 2 dimensions clés. La première dimension, c'est le niveau de directivité de l'enseignant. Donc, si l'enseignant est peu directif ou très directif. Et le deuxième axe, c'est l'effet qu'il va avoir sur les besoins des élèves. Donc, soit ça va frustrer les besoins des élèves ou ça va soutenir les besoins. Ces dimensions croisées, elles vont donner 2 styles, en fait. 2 styles motivants, parce qu'ils soutiennent les besoins, et 2 styles démotivants, parce que ça va frustrer les besoins des élèves. Le premier style motivant et qui est très peu directif, c'est le soutien à l'autonomie. Ici, on a vraiment un enseignant qui va valoriser l'initiative de l'élève, qui va lui proposer des choix. Un deuxième style motivant, mais cette fois très directif, ce qu'on va appeler la structure. Ici, l'enseignant il va donner un cadre clair, il va guider l'élève dans les apprentissages. Un autre style qui est également très directif, mais cette fois-ci qui va frustrer les besoins, c'est ce qu'on va appeler le style contrôle, où là, c'est un style qui est basé sur la contrainte et sur la pression qui est exercée envers l'élève. Et finalement, le dernier style démotivant, mais qui cette fois-ci est peu directif, c'est ce qu'on appelle le chaos, un style qui est caractérisé par du laxisme et du désengagement de l'enseignant auprès de ses élèves. Alors, comment est-ce qu'on a analysé les effets de la formation sur les styles d'enseignement? Donc, on voulait déterminer si la formation elle rendait plus ou moins probable l'utilisation de certains styles d'enseignement. Notre hypothèse, c'était qu'on s'attendait à une augmentation des styles motivants et une diminution des styles démotivants avec la formation. Pour cela, on a utilisé un indicateur statistique qui est un odd ratio. L'odd ratio, il compare la probabilité d'un comportement après par rapport à avant la formation. Vous avez la formule là. Mais ce qui est important de retenir, c'est simplement que quand vous avez un odd ratio supérieur à 1, vous avez la probabilité du comportement qui est augmentée après la formation. Et lorsque l'odd ratio est inférieur à 1, cette probabilité, elle est diminuée après la formation. Et on a calculé des intervalles de confiance à 95% pour tester la significativité de ces effets. Alors, qu'en est-il au niveau des résultats? Là, vous avez un tableau avec les différents styles envers les différentes matières. Ce qui est en couleur et en gras sont les effets significatifs. Donc, on voit qu'on a un changement significatif pour 5 styles entre avant et après la formation. Après la formation, on a une augmentation du style de soutien à l'autonomie avec un effet significatif global, donc en moyenne sur les 3 matières scolaires, et en français. On a également une diminution du style contrôlant au niveau global en français et en allemand. Par contre, on n'a pas eu de variation significative au niveau du style structure et chaos. Donc on va quand même dans le sens de nos hypothèses avec une augmentation d'un style motivant et une diminution d'un style démotivant. Pour ce qui est maintenant des effets de la formation sur la motivation des élèves, donc pour évaluer ces effets, on a utilisé un modèle de score latent de changement. Donc vous avez l'illustration là. En gros, ce modèle il permet d'évaluer si la formation elle influence le changement de motivation des élèves entre le milieu et la fin d'année. Et on compare ce changement entre le groupe contrôle, donc les élèves dont les enseignants n'ont pas eu de formation, et le groupe expérimental, les élèves dont les enseignants ont eu la formation. Donc en fait, ce qu'on fait statistiquement, c'est qu'on regarde si ce paramètre-là est significatif, donc celui qui est entre le prédicteur et le changement de motivation entre le milieu et la fin de l'année. Quelles étaient nos hypothèses? Pour la motivation autonome, pour le groupe contrôle, on s'attendait à une diminution des bonnes motivations parce que c'est généralement en fait le cas, c'est généralement ce qu'on trouve dans la littérature. Par contre, pour le groupe expérimental, on s'attendait à ce que la formation permette soit de stabiliser cette motivation, soit même peut-être de l'augmenter. Pour le groupe, pour la motivation contrôlée, là on s'attendait à ce que notre formation permette de diminuer ces motivations de moindre qualité. Alors, donc là, j'ai que présenté les motivations autonomes parce que pour les motivations contrôlées, on n'avait aucun effet significatif. Donc notre formation, elle n'a pas pu diminuer les motivations de moindre qualité des élèves. Par contre, au niveau des motivations autonomes, on a des résultats significatifs. Donc là, c'est 2 types de motivations autonomes différents. Donc ce qu'on voit, c'est que de manière générale, sans la formation, on a une diminution de la motivation autonome au cours de l'année,
Donc on est vraiment en adéquation avec ce que l'on trouve dans la littérature. Et avec notre formation, selon le type de motivation autonome, on a soit une stabilisation de cette motivation, donc à la place de diminuer, finalement elle reste stable tout au long de l'année, et pour une autre motivation, on a carrément une augmentation de cette motivation de bonne qualité entre le milieu et la fin de l'année. Alors, pour conclure, on voit que notre effet, elle a eu un effet positif sur les styles d'enseignement, donc avec une augmentation des styles soutenant l'autonomie et une réduction des styles contrôlants. Ça a aussi eu un effet positif sur la motivation autonome, on l'a vu juste avant. Ça permet donc de stabiliser cette motivation de bonne qualité, voire même de l'augmenter. Donc finalement, cette étude, elle montre qu'une formation basée sur la théorie de l'autodétermination, elle est totalement applicable en contexte scolaire suisse. Elle est efficace dans différentes matières scolaires et elle est peu coûteuse en temps parce qu'en fait, elle dure que 2 jours, ce qui la rend quand même facile à intégrer dans les pratiques existantes. Donc en somme, une intervention brève qui est prometteuse et qui permet de soutenir la motivation des élèves.